Rebonsoir, nous assistons à un retournement de situation saisissant en Ukraine. On se bat et on se bat à très forte intensité, notamment dans la région de Kharkiv. On apprend ce soir que toute cette région subit des coupures d'électricité massives. Déclaration de son gouverneur de région, les frappes russes sur des infrastructures essentielles ont coupé l'approvisionnement en électricité et en eau. Ce sont surtout ces images faites pour marquer les esprits de reconquête du territoire occupé par les Russes, par les Ukrainiens, beaucoup d'images de victoire. On va les regarder avec vous, François Hesbourg. Vous êtes sur notre plateau, l'auteur du Retour de la guerre chez Odile Jacob. On va commenter ces images qui sont très impressionnantes, les drapeaux russes qui sont arrachés un peu partout, remplacés par les drapeaux ukrainiens. On va voir ces chars abandonnés ou récupérés par les Ukrainiens, tirés parfois par des tracteurs ukrainiens. On a là vraiment une manifestation de victoire qui peut-être change en tout cas le cours de la guerre à ce moment. Oui, en l'espace de 4 jours, les Ukrainiens ont reconquis des territoires qui avaient été arrachés à la dure par les Russes pendant la fameuse phase 2 de l'invasion russe, et 8000 km² à cette heure-ci, si je puis dire. Ça va très très vite, hein. Les estimations sont rapidement dépassées. Il y a en tout cas localement une déroute russe. On voit ces images ici. Alors là, c'était le panneau qui disait là, on est tous avec les Russes qui est arraché. Là, on a le drapeau russe qui est symboliquement jeté à la poubelle. Il y a une façon de faire et de faire savoir, parce qu'évidemment, il y a énormément de vidéos très construites. On va en voir d'autres où les Ukrainiens disent « Regardez, on gagne ». Et on a revu la séquence des tracteurs. Ah oui, alors on va la voir, la séquence des tracteurs, parce qu'elle est tellement révélatrice. Alors c'était le fameux timbre. Ils en ont fait un timbre. L'Ukraine en a fait un timbre. Et de nouveau, il y a des séquences où on voit. Alors là, cette fois, le char russe, il n'est pas tiré, il est poussé par un tracteur ukrainien. Regardez cette séquence. Voilà. On croise un char russe qui est poussé par le tracteur ukrainien. Et rappelons, comme vous le disiez, ce timbre tellement emblématique, de la même manière que le doigt d'honneur qui a été fait pour le Moskva, le timbre qui disait, voilà, c'est une façon de tourner en dérision les Russes et leur matériel. Et du côté russe, qu'est-ce qu'on a? On a 10 000 Russes, grosso modo, dans la région qui vient de faire l'objet de l'offensive ukrainienne, qui certains essayent il n'y a pas d'autre mot que de dire qu'ils se débandent. Et de l'autre côté, à Kherson, où l'offensive continue, il y en a 25 000 qui sont en train d'être comprimés dans la NAS. Donc ça fait au global à peu près 35 000 soldats russes, c'est-à-dire le quart des forces russes est aujourd'hui en déroute. Oui, ce que vous dites là est très marquant. Vous dites, contrairement à certains analystes qui disent attention, c'est surtout psychologique, etc. Non, selon vous, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment militairement un succès ukrainien majeur. C'est non seulement un succès majeur sur le terrain, c'est aussi une manœuvre stratégique et opérationnelle hors du commun. Ça fera partie des opérations qui seront étudiées dans les écoles de guerre pendant les décennies qui viennent. Est-ce qu'il y a eu un leurre, comme on le dit? Alors c'est tout en haut, la ville de Kharkiv, très grande ville, hein, 1,5 million, près d'1,5 million d'habitants. On dit que les Ukrainiens auraient fait mine d'attaquer à Kherson pour attaquer fortement à Kharkiv. Est-ce que c'est exact? C'est partiellement exact, c'est-à-dire l'attaque sur Kherson est bien réelle. Elle a commencé fin juillet, mais ce n'était pas une surprise. Le coup a été télégraphié exprès, et c'est là où vous avez raison. Et les Russes ont effectivement amené des renforts. Les Ukrainiens ont continué à faire suffisamment pression pour que les Russes ramènent encore plus d'efforts. Et puis quand les Ukrainiens ont vu que le front Est, donc dans la région de Kharkiv, était suffisamment dégarni, il y a eu cette opération surprise. Alors là, la surprise tactique a été apparemment totale. C'est un classique des guerres, hein. Le débarquement de Normandie, on fait mine de débarquer là, puis en fait on débarque ici. Oui, mais on savait qu'il allait y avoir un débarquement. Là, les Russes, ils sont vraiment tombés de l'armoire. Ça fait penser à une échelle moins importante à ce qui a été fait par les Allemands en mai 40, lorsqu'ils déboulent des Ardennes pour attaquer Sedan et casser à la fois le dispositif militaire et le moral
français. Parlons-en du moral, la manière dont les Ukrainiens mettent en scène la déroute russe, y compris de manière comique. Il y a cette séquence, c'est du Bénil, c'est la musique de Bénil, vous vous souvenez Bénil, voilà. Ils mettent du Bénil là-dessus, un char russe, alors en l'occurrence, voilà, écoutez, voilà, donc le char russe, pris de panique, les occupants du char sautent en catastrophe. Et le char russe, on va le voir, il finit, on ne sait pas très bien, dans un arbre. Et évidemment, l'Ukraine en fait un instrument de propagande et de victoire en disant, regardez, non seulement les Russes perdent, mais en plus ils sont nuls. Oui, mais il faut ajouter à ça les effets de ce qui se passe du côté russe sur les réseaux sociaux russes, où le sauve qui peut est manifeste et les critiques se multiplient à l'encontre de Poutine parmi ceux qui jusqu'à présent soutenaient sa guerre. Il y a un aveu russe effectivement qui est sans précédent à la télévision russe, qui ajoute cependant tous les Russes doivent être solidaires et se battre encore davantage. C'est pas un désaveu, disons, de la Russie, évidemment, de toute façon à la télévision ça ne se fait pas, à la télévision officielle russe. Et puis, comme vous le dites, critique aux deux marges. Les anti-Poutine, entre guillemets, de droite ou de gauche, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire là-bas, mais très nationalistes, ou au contraire les opposants plus ou moins démocrates, qui les deux critiquent. Et l'homme dont vous parlez, qui s'est exprimé à la télévision d'État russe, en apparence, ce qu'il disait était relativement banal. Il disait c'est votre devoir de vous battre pour la Russie lorsque celle-ci connaît des difficultés sur le terrain. C'est la Constitution qui veut ça. Mais en disant ça, il a posé le problème politiquement, en termes politiques. Et ça, c'est la vraie nouveauté. Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, à la fin de l'émission, il dit « Je ne suis pas sûr que j'aurais dû dire ce que j'ai dit. » Non, je ne sais pas. Et personne à ce stade, je crois, peut dire quels sont les effets politiques de cette défaite en rase campagne à Moscou. Mais pour la première fois, on voit de vrais craquements. On voit Kadyrov, l'homme de main tchétchène de Poutine. Qui lui aussi critique. Écoutez François Hesbourg, ce que se dit effectivement à la télévision. C'est un autre extrait, c'est quand ils disent « Nous, les Russes, on a une stratégie de la masse, etc. » Mais visiblement, ça ne marche pas autant qu'on l'espérait. Мы не раз уже здесь с тобой говорили, у России была определенная доктрина, заключающаяся в том, что у нас есть компактная армия, она хорошо обеспечена, арта, авиация, все у нас замечательно, и мы можем отработать там любую задачу. Вот ситуация с Украиной, так как она сейчас происходит, она, конечно, показала, что здесь у нас имеются некоторые сложности, особенно когда у противника есть возможность выставлять бесконечные резервы, по крайней мере сейчас, и когда они могут держать на линии соприкосновения до 300 тысяч человек. И у нас вот... c'est très révélateur. Hein. Et dans la phrase suivante, il dit « Les Ukrainiens se battent comme Souvorov ». Alors, dans la bouche d'un Russe, dire qu'ils se battent... C'était le général en avant. C'était son surnom pour les Russes. En avant, le grand général russe du XVIIIe siècle. C'est le plus grand compliment qu'un Russe puisse faire à l'égard des Ukrainiens, dont il souhaite, le commentateur que vous venez d'entendre, dont il souhaite par ailleurs la disparition et la destruction. Donc le moral est quand même au fond des Rangers, là, à la télévision d'État russe en ce moment. Cette autre image, c'est un char qui est frappé. Tout ça est toujours un peu difficile à vérifier, mais enfin, ce serait une vidéo russe. Donc ils saisissent le moment exact où ils sont frappés. Qu'est-ce qu'on sait des moyens qui sont utilisés pour être aussi efficaces? Est-ce que de fait, c'est du renseignement américain? D'abord, les Ukrainiens, ils habitent en Ukraine. L'Ukraine se trouve, comme on le sait, malheureusement, à côté de la Russie. Donc c'est un pays qui a des moyens de renseignement propres sur la situation en Ukraine, puisque ces combats se passent en Ukraine. Ils ne se passent pas en Russie, ils ne se passent pas sur la face cachée de la Lune. Ça... et les moyens d'interception électromagnétique américains et britanniques, ça fait un ensemble informationnel absolument remarquable. Mais... Tout à l'heure, sur ce plateau, quelqu'un utilisait le mot de coalition, qui est le mot tabou dans les chancelleries occidentales. Mais est-ce qu'on a de fait une forme de coalition qui s'est mise en place et qui marche?
Je ne pense pas que le terme de coalition soit approprié parce que ça supposerait qu'il y ait un conseil de guerre politique et militaire unifié et qui fonctionne. Il y a entre autres l'OTAN qui joue un rôle, alors c'est pas très unifié, mais enfin quand même l'OTAN en matière elle coordonne un certain nombre de choses. Non, mais oui, mais l'OTAN, n'est pas en guerre. Même si la Russie considère qu'elle est en guerre avec l'OTAN, l'OTAN pour le moment ne se comporte pas comme si elle était en guerre avec la Russie. L'OTAN se comporte comme tel ou tel pays se comportait en faveur de Franco ou des républicains dans la guerre d'Espagne. Les soviétiques aidaient les républicains, les Allemands et les Italiens soutenaient, mais ça ne faisait pas des coalitions. Ça, au sens militaire du terme, ça faisait des partenariats. Et là, ça fonctionne un petit peu de la même façon, sauf que la Russie, elle essaye de trouver des partenaires, mais elle a quand même un petit peu de mal aussi. Qu'est-ce que ça révèle de la faiblesse russe quand on voit les chefs de guerre qui doivent passer des heures très difficiles en ce moment? C'est Gerasimov et Shoigu. Shoigu, ministre de la Défense, Gerasimov, le chef d'état-major. Ils sont là, tout au bout de la table. Alors, ce sont deux personnages, vraiment des fidèles du clan Poutine depuis longtemps. Là, vraiment, pour eux, c'est un échec de fait à ce stade qui est terrifiant. J'allais dire, les bras vous en tombent, littéralement, parce que c'est... je faisais le parallèle il y a quelques instants avec la bataille de Sedan. Ce qui caractérise la bataille de Sedan, aux yeux des historiens, c'est, entre autres choses, le fait que les Français avaient complètement omis d'avoir une réserve stratégique. Une réserve stratégique, c'est un ensemble de troupes que l'on maintient sur le côté pour pouvoir intervenir s'il y a un gros problème. Et quand Churchill va à Paris en mai 40 et demande à Reynaud, le président du Conseil, mais où sont vos réserves opérationnelles, Weygand, le maréchal Weygand, lui répond « Nous n'avons pas de réserve ». Eh bien, les Russes, c'est pareil, il n'y a pas de réserve. Ils sont en train de perdre une trentaine de milliers de soldats. Il en resterait du coup peut-être 90 ou 100 000 dans la région. Et on cherche les réserves, il n'y en a pas. Alors, ils pourront éventuellement en constituer, obliger les conscrits à aller se battre en Ukraine, procéder à la mobilisation générale, déclarer la guerre, et ainsi de suite. Il va faire tout ça, mais ça prend du temps. Et par rapport à la bataille actuelle, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que cet éclatement du dispositif russe à l'Est et la menace qui pèse dessus du côté ouest, Kherson, est aussi grave. Tout à l'heure, à votre place, Alain Minc disait il y a une possibilité dans la doctrine russe d'avoir recours à l'arme nucléaire tactique. Ça fait partie de leur panoplie. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que Poutine, acculé, peut avoir recours à ça? Ouais, je connais quand même un petit peu la doctrine russe. Elle ressemble à certains égards à ce à quoi ressemblait la doctrine américaine il y a quelques années, ou même la doctrine française des années 70. Il y avait des armes nucléaires tactiques. Et là-dessus, je suis très clair. Aucun signe ne me permet à moi, en tant qu'analyste, évidemment des choses que je ne sais pas, mais rien ne me permet de penser que la doctrine militaire russe ou le président Poutine ignore ce qu'est la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est quelque chose d'entièrement mutuel. C'est-à-dire les gens qui disent « Ah oui, mais s'il est humilié sur le champ de bataille, il va balancer une arme nucléaire tactique. » On entend ça, hein. Ah oui, et ensuite, il arrive quoi? Ça lui sert à quoi? Il va risquer la destruction de son pays. De son pays. Il y a assez d'armes nucléaires dans le monde pour détruire 10 fois la Russie ou les États-Unis ou la Chine ou la France. Et il ferait ça parce que ces soldats se seraient débandés à Izium ou à Kupiansk, qui sont des bleds dont même la plupart des Russes n'ont probablement jamais entendu parler. François Hesbourg, revers très important pour la Russie sur le terrain, dans une partie de l'Ukraine. Est-ce qu'on retrouve cette sorte de paradoxe où effectivement sur le terrain, la Russie est plus faible que ce qu'on pensait? En revanche, sur la scène internationale, elle réussit un certain nombre de coups. Ce qui va se passer cette semaine, Xi Jinping,
qui sort rarement depuis quelques mois de son pays, qui fait ce cadeau, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un cadeau, à Vladimir Poutine, de le rencontrer. Est-ce que ça n'est pas pour les Occidentaux une défaite, disons, diplomatique? Alors d'abord, vous avez raison, c'est même la première sortie à l'étranger depuis 2 ans, je crois. Depuis janvier 2020, c'est-à-dire le mois où la Covid a démarré publiquement en Chine. Les gens étaient venus chez lui, et notamment Poutine, en février dernier. Et c'est la première sortie de Xi, donc c'est important. Mais il y a un gros mais. Et d'abord, cette réunion se tient en Asie centrale, en Ouzbékistan. L'Asie centrale est un enjeu pour la Chine et la Russie. Ils sont rivaux, vous voulez dire? Ils sont aussi rivaux? Ils sont partenaires, tantôt rivaux, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Xi va lui aussi pousser ses pions. Donc ce n'est pas par pure charité stratégique que Xi Jinping assiste à cette réunion, précédée d'ailleurs d'une visite de Xi Jinping au Kazakhstan, pays où les Chinois ont été désagréablement surpris par la décision russe au mois de janvier dernier d'occuper pendant quelques jours les grandes villes du Kazakhstan parce qu'il y avait des émeutes. Et cependant, tout de même, on a dans un pays en guerre, la Russie en guerre, agresseur de l'Ukraine, on a son allié, on a très bien compris, qui est allié très imparfait et plein de derrière-pensées, ils vont quand même se rencontrer dans ces circonstances-là. Bien entendu, ils vont se rencontrer, ils sont partenaires, ils ne sont pas alliés d'ailleurs. Les alliés sont des gens qui se battent ensemble, chacun pour la cause de l'autre. Les Chinois ne se battent pas en Ukraine aux côtés des Russes, et les Russes ne se battent pas aux côtés des Chinois pour... Taïwan, si ça devait dégénérer. Ou pour prendre un cas très pratique, puisque la question se pose réellement, il y a des incidents de frontière entre l'Inde et la Chine. Que fait la Russie? Elle continue ses livraisons d'armes à l'Inde, et elle achète encore plus de pétrole à l'Inde qu'à la Chine. Et donc c'est un partenariat avec ses limites. Les Chinois se sont débrouillés pour qu'aucune société chinoise ne se fasse gauler par les États-Unis ou l'Union européenne en termes de ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est les sanctions qu'on inflige vis-à-vis des pays ou des sociétés qui trafiquent avec la Russie. La Chine a l'amitié illimitée avec la Russie, mais il y a des limites, et il y a celle-là. Un autre levier que Vladimir Poutine tente d'utiliser, visiblement, c'est le gaz, la guerre du gaz. Et on évoque ces craquements qui ont lieu dans les opinions occidentales. Il en joue à fond. Déclaration de Vladimir Poutine, de Medvedev, de tous les Russes, les officiels russes, disant vous pourriez passer un hiver beaucoup plus agréable si vous acceptiez de renoncer aux sanctions, si vous acceptiez des compromis ou des compromissions, chacun voudra. Il y a des signes. Manifestation à Prague, manifestation à Vienne, l'opinion en Italie qui est divisée. Est-ce que ça, selon vous, c'est un levier qu'il peut manier efficacement? Je pense qu'il a tiré toutes ses cartouches. Il a décidé, il a annoncé, il l'a fait, qu'il n'y a plus de gaz russe qui partent en Europe. Fini. Le problème, c'est qu'en dehors de l'Europe, et dans une mesure limitée, la Chine, il n'y a pas de clients pour le gaz russe dans le monde, pour des raisons techniques. Je ne vais pas rentrer dans le fonctionnement du marché gazier, mais la Russie va pouvoir fumer son gaz tranquillement pendant tout l'hiver, parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Il ne peut pas le vendre, il ne peut pas le livrer. Et la Chine, a repris d'ailleurs une partie quand même. Elle exporte davantage maintenant de produits pétroliers russes que ça n'était le cas il y a 6 mois. Parler du gaz. Le gaz et le pétrole, c'est des choses différentes. La logique du gaz, c'est que les revenus gaziers de la Russie vont disparaître. Enfin, pas totalement, mais vont disparaître pour l'essentiel. Le pétrole, là, ce sont les Européens qui sont à la manœuvre. Ils vont cesser d'acheter à peu près 95% du pétrole qu'ils achetaient jusqu'à présent à la Russie à partir du début du mois de décembre. Et cependant, le prix du pétrole baisse. Le prix du gaz a commencé à baisser. Autrement dit, le plus dur en termes d'approvisionnement est probablement
passer, et avec des politiques. François Hesbourg, on veut bien vous croire, vous êtes un très grand spécialiste. Je me permets quand même un bémol, c'est que par rapport à ce qu'on disait au début de la guerre, les choses ne sont pas réalisées comme les Occidentaux le prévoyaient, parce qu'on ne pensait pas que, par exemple, que le prix du gaz allait monter. Actuellement, la Russie touche plus d'argent pour le gaz qu'elle vend que ça n'était le cas il y a 6 mois. C'est quand même, c'est quand même un problème pour les Occidentaux. Bien sûr que c'est un problème, mais quand vous prenez votre voiture... Vous avez raison de regarder dans le rétroviseur. Là, vous êtes en train de me décrire ce que vous voyez dans votre rétroviseur. C'est important. Mais c'est aussi important de regarder devant vous. Si tant est qu'on puisse le prévoir, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans le cas du gaz russe, les Russes ont annoncé la couleur. Ils ont dit plus de gaz pour leur... Et ils ont dit si vous plafonnez le prix, plus de gaz, plus de charbon... plus de pétrole, Nichevo, nada si vous préférez, disait Poutine à Vladivostok il y a quelques jours. Le gaz, c'est fait, c'est coupé. Il y a quand même, et donc votre gaz, il peut coûter dans 10 millions, c'est quand même un choc d'euros le mètre cube. Si vous ne pouvez pas le vendre... Il y a un choc dans une partie de l'opinion ici de se dire le problème devait être pour eux, les sanctions sont faites pour ça. Or, vrai ou faux, vous nous direz si c'est vrai ou faux, mais on a l'impression que le problème est en partie ici. Quand on voit les images de manifestations à Prague, c'est là où on manifestait contre l'Union soviétique en 89. Vous vous rappelez ces manifestations immenses. C'est là où on manifestait contre l'Union soviétique en 68, printemps de Prague. Et là, on a 70 000 personnes qui ont manifesté, place Venceslas, contre les sanctions, contre l'attitude occidentale. Alors, ce sont les communistes et l'extrême droite. Enfin, ça fait du monde. Oui, c'est Marine Le Pen et Mélenchon. C'est important. Et la politique de la République tchèque n'a pas changé pour autant. Ce n'est pas parce que M. Poutine a des soutiens politiques en France que ces soutiens font la politique de la France. En Italie, élection le 25. Alors, l'élection le 25, avec l'extrême droite qui a de très fortes chances d'arriver au pouvoir, dirigée par une femme, qui dirige un parti qui s'appelle Frères d'Italie, ce qui peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Qui n'est pas anti-sanction. Elle est pro-sanction. C'est ça. Elle est anti-russe. Son allié Salvini, lui, est clairement, anti-sanction et pro-russe, pro-Poutine. C'est un allié qui ne va pas diriger l'attelage. C'est le parti majoritaire, pour autant que les sondages ne soient pas totalement faux, le parti majoritaire de très forte chance d'être celui de Mme. Un mot sur le troisième levier. On a parlé du gaz, on a parlé de cette alliance anti-occidentale avec ses fragilités, mais Zaporijjia, c'est le téléphone aujourd'hui de Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron. Ces propos de Vladimir Poutine qu'on peut interpréter comme une forme de menace ou en tout cas de fait attention, parce qu'il dit qu'il peut y avoir un désastre à Zaporijjia. Lui, évidemment, attribue la responsabilité aux Ukrainiens. Le président de la République a rappelé que c'est la Russie qui occupe et c'est à elle de se retirer. Est-ce que là, la Russie peut aller à l'extrême ? Écoutez, il y a un film que certains d'autres auditeurs connaissent, qui s'appelle Blazing Saddles. Dans Blazing Saddles, il y a une scène où il y a le type qui prend son pistolet, son revolver, il se le met à la tempe et il dit « Rendez-vous, rendez-vous, sinon je me tire une balle dans la tête. » Et le moindre pépin à Zaporijjia, il affecte qui d'abord ? D'abord les occupants russes. Deuxièmement, la Russie toute proche. Les habitants ukrainiens. Troisièmement, la Russie toute proche. Le président Poutine a peut-être un très mauvais jugement sur beaucoup de sujets, mais je ne pense pas qu'il soit cliniquement fou comme le personnage dans Blazing Saddles. Si quelqu'un vous l'a fait demain, vous êtes dans la rue, il y a, je ne sais pas, un malfrat qui vous dit « Donnez-moi votre argent, sinon je me tire une balle dans la tête », je ne suis pas sûr que vous prendriez cette personne totalement au sérieux. Et cependant, la capacité d'accuser, d'encaisser de la Russie, on voit qu'elle est considérable en termes de morts, par exemple. Il y a un nombre de morts en termes de pertes. On ne sait pas très bien combien, mais sans doute des dizaines de milliers
de soldats russes qui sont inopérants, soit morts, soit blessés, soit prisonniers. Et la semaine qui vient de se passer, on n'a évidemment pas encore le bilan. Je vous ai donné des ordres de grandeur sur le nombre de forces russes impliquées. Dans l'histoire russe du XXe siècle, on a deux analogies. La première, c'est la guerre russo-japonaise, où la grande Russie blanche devait naturellement vaincre le petit nain jaune. C'est comme ça qu'on voyait les choses à cette époque. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, ça s'est passé un peu comme avec l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il y a eu? La révolution de 1905 en Russie et un immense désordre. Et 1917, bien sûr, la chute du tsar en février 1917 à cause des revers militaires. Autrement dit, la Russie n'a pas une histoire, c'est pas un long fleuve tranquille en ce qui concerne les rapports politico-militaires. Je suis pas en train de dire que la Russie en est là aujourd'hui, mais ce qui est en train de se passer est une accélération de l'histoire. Pour moi, l'hypothèse de craquement politique en Russie est devenue une hypothèse à suivre avec sérieux et non pas quelque chose que je gardais assez loin derrière au fond de mon crâne. Vous voulez dire que ça peut aller plus vite que ce qu'on le pensait? Ce que j'appelle un effet d'accélération. La guerre est la locomotive de l'histoire, comme le disait Trotsky. Ouais. Comme François Hesbourg cite Trotsky, c'est que tout est possible. François Hesbourg, vous citiez Souvorov, citons Napoléon. C'est très frappant de voir comme la retraite de Russie est présente dans le discours à la fois ukrainien et russe. À qui va profiter l'hiver? Ça a été déterminant aussi dans la conquête ratée des nazis de l'Union soviétique. L'hiver, les Russes disent, ça va être la Bérésina des Européens à cause du gaz. Et les Ukrainiens disent que ça va être la Bérésina des Russes parce que les conditions de combat vont être encore plus compliquées pour les Russes. Compte tenu de ce qui est en train de se passer sur le champ de bataille aujourd'hui, les Ukrainiens sont a priori tranquilles pour l'hiver. Parce que si les Russes veulent se refaire, et je pense qu'ils voudront se refaire, il leur faut du temps, et ce temps sera celui de l'hiver. Je n'aurais pas été aussi catégorique que je le suis ce soir il y a encore 3 semaines. J'aurais dit, votre question est une excellente question et je ne vous remercie pas de me l'avoir posée. Un personnage encore, on voit à quel point il apparaît, on parlait toujours de Zelensky, c'est le chef d'état-major ukrainien. Il s'appelle, là ma mémoire ukrainienne me fait défaut, il s'appelle Valéry Zalouzny. C'est un de ces mèmes qui fleurissent, vous savez, c'est cette guerre psychologique que les Ukrainiens réalise. Alors la définition, c'est quand Zalouzny coupe les oignons, ce sont les oignons qui pleurent. Il est devenu la star du moment. Ça fait rire François Hesbourg, c'est votre côté gamin qui est resté. Absolument. À 60 ans. Les oignons qui font... C'est cette manière de jouer là, l'humour ukrainien. Oui, c'est... je regardais hier soir les images de la libération d'une des villes reprise par les Ukrainiens, et il y avait le patron de l'offensive, colonel général Sikhirski, je crois, je peux me tromper dans la prononciation, et c'était incroyablement touchant de voir des scènes, vous savez, comme à la Libération en France. Avec les gens qui sortaient dans la rue, qui s'embrassaient, c'était à la fois incroyablement fort en termes patriotiques, chanter l'hymne national et ainsi de suite, et en même temps extrêmement bon enfant, ce qui au milieu d'une guerre était quand même un tout petit peu surprenant. Mais ça témoigne de la force des Ukrainiens, d'être encore capables, dans ces circonstances-là, de manifester un esprit d'humanité. Le sursaut national, on voit ici, n'est-ce pas, ça ce sont les combattants ukrainiens qui sont en train de chanter le hymne avant de partir à l'assaut dans la région de Kharkiv. Là, on se rappelle comment les Français avaient paradoxalement, en voulant envahir, on vient Napoléon, une partie de l'Europe, ils avaient suscité les sentiments nationaux contre eux. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça là? Les Russes ont sous-estimé à quel point ils suscitent contre eux un réveil national. Les Ukrainiens en l'occurrence, mais aussi encore plus des Lettons, etc. Vous savez, il y a 30 ans, lors de l'effondrement de l'Union soviétique, un État ukrainien a été créé. Grâce à M. Poutine, il existe maintenant une nation
ukrainienne est visiblement une nation qui est portée par un sentiment patriotique incroyablement fort. Le président Poutine est un très grand stratège. Il est arrivé à élargir l'OTAN de 13 États membres depuis qu'il est devenu président. Il est arrivé à transformer l'Ukraine en une nation. Je pense que l'avenir du président Poutine ne s'annonce pas sous les plus belles couleurs. Et cependant, à la fin, vous êtes un spécialiste du nucléaire, ce côté ultima ratio de l'arme nucléaire qui fait que jusqu'à présent, les gagnants, c'était les grandes puissances nucléaires. Est-ce que cette logique-là, malgré tout, se renouvellera ? La logique de la dissuasion demeure et c'est ce qui continuera de cadrer l'implication et l'interaction entre la Russie, puissance nucléaire, et les trois puissances nucléaires occidentales. Mais précisément, l'Ukraine n'est pas un État nucléaire. Et ce code-là ne fonctionne pas dans ce cadre-là. Et l'Ukraine joue la carte conventionnelle avec un brio et un talent que je crois, personnellement, je n'aurais pas imaginé qu'ils auraient été capables de faire l'offensive des 4 derniers jours. François Hesbourg, on va revenir tout de suite à cette offensive, à ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine, les activités de la soirée, cette panne de courant géant due au combat, les images extrêmement spectaculaires. On en reçoit d'autres à l'instant, on va les voir dans quelques instants, de ces reconquêtes ukrainiennes à l'est de l'Ukraine. On se retrouve dans un tout petit instant avec Alexia Mayer et nos autres invités. À tout de suite.